Ok, bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au panel Sense at Work. My name is Frank Hauser and I have the pleasure to manage the Great Place to Work Institute. Bonjour, je suis Frank Hauser, je dirige Great Place to Work en Allemagne et dans d'autres pays. Et pendant 1h30, je serai le modérateur de cet atelier. Je vois que vous êtes nombreux ici, vous êtes intéressés par le sujet du sens au travail. C'est un sujet dont la pertinence n'est parfois pas très claire, si je puis me permettre, parce que d'une part, on entend des commentaires de la part de Roosevelt par le passé qui avait dit que l'une des meilleures choses qui puisse se passer, c'est qu'on travaille dur et qu'on réussisse sur quelque chose, sur un sujet qui fait sens. Mais par ailleurs, il y a des pratiques dans les entreprises que l'on pourrait décrire comme... on pourrait dire qu'ils motivent les gens uniquement par la rémunération ou ils s'occupent uniquement de la carrière des personnes. Donc là, c'est les deux faces d'une même monnaie qui existent toujours, d'une réalité que l'on voit. Et donc, il fait sens aujourd'hui d'apprendre et de discuter de l'importance du sens du travail afin d'assurer un avenir pérenne des entreprises. Ce qui est tout à fait intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons 3 orateurs brillants pour discuter de ce sujet avec nous aujourd'hui. À ma droite, Dr Pia Ims, elle est professeure, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Il y a également Jamie Burton, vice-président de Dolphin Technology, qui nous vient du Canada. Et également Philippe Kaufmann, directeur, general manager de Decathlon en Allemagne. Donc j'aimerais vous poser tout d'abord, Pia, la question suivante. À quel moment ce sujet du sens du travail est devenu pertinent pour vous de façon personnelle? Merci pour cette question. Et animer, participer à ce forum en français. Cette question est importante, elle a été importante pour moi lorsque j'ai commencé à mener des enquêtes de climat social en entreprise en tant qu'auditeur social, et j'ai remarqué que la question de la satisfaction au travail est un vrai sujet pour les managers, pour les directeurs des ressources humaines, mais également au travers de mon métier qui est de former les futurs responsables ressources humaines au DRH, puisqu'à l'école de management, je dirige donc un master en ressources humaines. Et donc, cette question du bien-être au travail est vraiment centrale. Pia, thanks a lot. Jamie, same question. Merci, Pia. Jamie, d'un point de vue personnel, quand est-ce que ce sujet du sens du travail est devenu pertinent pour vous pour la première fois? Merci de poser cette question. Avant de commencer notre entreprise, mon partenaire et moi, le président de Dolphin, Scott Burton, nous avons décidé que la raison était de prendre à bras-le-corps un problème social. La question, c'était comment le faire. Et on s'est dit qu'on pouvait le faire. Et ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et la raison la plus importante, c'était qu'on voulait se rapprocher de la société autour de nous. Et nous voulions montrer à nos 4 enfants que pour une famille qui vient de rien et qui est traitée sans respect, eh bien, on pouvait changer le monde afin que d'autres personnes soient respectées. C'est impressionnant, c'est une ambition tout à fait précieuse. Philippe, vous êtes directeur général de Decathlon. Le sport et les loisirs sont l'une des ambitions de votre entreprise. Personnellement, quelle est votre première expérience du sens du travail?
Je vais répéter ce qui a été dit déjà. Dans un groupe, quand on est le dernier, parfois on répète ce qui a été dit. Eh bien, tout d'abord, j'ai eu la chance de faire de ma passion un travail, en travaillant chez Decathlon. Et après une première année, au travail, on essaye d'apprendre, de faire de son mieux, et ensuite on se pose des questions. Pourquoi fait-on cela? Quel est l'objectif? Si vous êtes sportif, vous avez des valeurs, vous aimez travailler, et donc je me posais la question suivante. D'où viennent ces valeurs? Aujourd'hui, ça fait plus de 18 ans que je travaille chez Decathlon, et je peux dire que oui, j'ai trouvé le sens du travail, et je l'expliquerai par la suite. Merci. Donc, voyons d'abord la première approche, sur la pertinence du sens du travail. Eh bien, on voit qu'il y a des réponses très personnelles, et c'est ce que je pense aussi quand je parle à des managers, quand je parle dans les entreprises. La question se trouve déjà chez la personne. Certains managers se posent la question, est-ce que c'est pertinent? On leur pose la question à eux et en général, ils disent oui, c'est pertinent pour moi, le sens du travail. Donc ça, c'était une première approche, première introduction, et maintenant on va voir certains exemples et également des expériences que vous avez eues, certaines pratiques également que vous avez développées au sein de vos entreprises et certaines conclusions que l'on peut tirer de la science. Donc Pia, nous allons commencer avec vous. Vous avez la parole et vous allez nous dire, d'un point de vue scientifique, quelle est la pertinence du bien-être et du sens du travail pour les collaborateurs. Pia, vous avez la parole. Je vais faire ma présentation debout. Donc, cher public, si vous voulez bien, je vais plutôt effectivement, en tant qu'enseignant-chercheur à l'école de management, vous dire un petit peu l'essentiel sur que nous livre la recherche académique, mais néanmoins recherche appliquée, sur le lien entre le bien-être au travail et la performance économique et sociale. En fait, la question, c'est comment le bien-être au travail peut-il être un catalyseur pour concilier la performance économique et sociale de l'entreprise et développer la motivation intrinsèque des salariés. En fait, cette question du bien-être des salariés, elle n'est pas récente du tout. Et dans mes enseignements vers les étudiants et dans ce master en gestion stratégique des ressources humaines, je leur raconte depuis, je crois, les années 80, qu'on a déjà démontré il y a longtemps qu'il y a un lien fort entre des salariés satisfaits et des clients satisfaits. Et donc nous sommes tout à fait dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'entreprise pour quoi faire. Eh bien, il est démontré que des salariés satisfaits, le mot « heureux au travail » n'existait peut-être pas encore dans les années 80, génèrent des clients satisfaits. Et donc là, on a la création de valeur qu'attend l'entreprise, d'autant que des clients satisfaits sont des clients qui reviennent souvent, ils sont fidèles et peut-être d'ailleurs moins sensibles au prix. Aujourd'hui, sur la question du bien-être et des salariés heureux au travail, on fait plus le lien avec la santé. Et même là, je dirais qu'on a déjà 15 ans de regard que nous pourrons porter en arrière, parce que quand on parle du bien-être des salariés, on fait facilement un lien avec la santé des travailleurs. Et on regarde 15 ans en arrière parce qu'on se rappelle de la vague des suicides chez France Télécom à la fin des années 2000, et on se dit qu'il y a certainement un lien à faire entre les modes de gestion et la santé des salariés. Quels sont alors les facteurs qui génèrent le fameux stress au travail ou quels sont les modérateurs du stress à l'envers? Eh bien, c'est justement la reconnaissance au travail, le soutien social au travail et la latitude décisionnelle, c'est-à-dire la marge de manœuvre que l'on a dans son travail au quotidien. Sinon, c'est souffrance au travail, voire burn-out. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, et au cours donc des 15 dernières années, les contraintes qui s'imposent aux salariés sont de plus en plus nombreuses. Contraintes industrielles,
contraintes marchandes, contraintes événementielles, contraintes organisationnelles. Contraintes industrielles, c'est toutes ces normes quantitatives et qualitatives qui s'imposent aux salariés, même si elles ont diminué ces derniers temps en termes de posture, bruit, vibration, mais ces contraintes physiques et ou industrielles prennent le pas sur des contraintes marchandes, par exemple l'impératif évidemment de satisfaire le client, parce que les opérateurs sont de plus en plus en contact avec les clients. Contraintes événementielles, parce que les organisations bougent de plus en plus, il faut répondre à des aléas, à des imprévus, le délai de réaction doit être de plus en plus court. Je voudrais souligner aussi l'hyperconnexion dans nos entreprises, dans nos organisations, des objectifs flous, inadaptés, des organisations qui dysfonctionnent. Tout ça, ce sont des éléments qui pèsent et qui génèrent la souffrance au travail. Et c'est ces injonctions contradictoires qui font que les gens, finalement, ne sont tout simplement pas heureux au travail. Et donc, on sait, en gestion des ressources humaines, avant de parler de responsabilité sociale, qu'il faut des politiques de prévention. Et dans ces politiques de prévention, on sait ce qu'on attend des managers. D'abord, au niveau global, on attend aussi des dirigeants et des DRH qui signent par exemple des accords avec les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail. On aimerait, des entreprises par exemple ont mis en place des procédures d'alerte, signaler les dysfonctionnements avant que ce soit trop tard. Mettre en place des espaces de discussion, c'est important. Rédiger des chartes de bonnes pratiques et de bonne conduite, par exemple sur l'utilisation des nouvelles technologies qui sont tellement envahissantes au travail et hors travail. Donc voilà, des exemples de politiques de prévention qui sont attendues aujourd'hui en entreprise, plus ou moins déjà mises en place, pour favoriser le bien-être, en tout cas pour lutter contre les souffrances. Et c'est là que je voudrais souligner que les recherches montrent que être bien au travail, ce n'est pas seulement ne pas être malade de son travail. C'est encore autre chose. Donc, qu'est-ce que c'est que la définition du bien-être? En fait, la recherche académique, si vous voulez, nous montre que c'est un concept finalement très compliqué. En fait, il y a deux tendances possibles. L'individu et sa subjectivité, et donc on se dit, mais c'est très subjectif, être heureux au travail, le sentiment de bien-être. Ou est-ce que c'est lié au collectif, à l'organisation du travail? Et à ce moment-là, ça implique beaucoup plus le management. En fait, la littérature nous montre qu'il y a 4 dimensions pour favoriser vraiment le bien-être au travail. Et c'est d'abord le sens du travail. Mais j'insisterai aussi tout à l'heure sur le lien, l'activité et le confort. Mais d'abord le sens du travail, et c'est vraiment le sujet de ce forum ce matin. Le sens du travail, c'est tout simplement, bien évidemment, se sentir utile. Sentir que le travail, qu'en travaillant, on contribue à la finalité de l'entreprise, à sa stratégie, au projet, pour autant qu'il soit visible et que le salarié ait les possibilités et l'envie d'y adhérer. Bien évidemment, on sait aujourd'hui que le sens du travail va aussi avec ce sentiment on a l'impression qu'on a des défis à relever. L'empowerment est aussi un concept pas très nouveau qui explique que les salariés ont besoin qu'on leur donne la possibilité de prendre des initiatives. La délégation est extrêmement importante. La confiance dans le salarié compte. La compétence et la conscience critique doivent être valorisées. Donc, le sens du travail est vraiment un élément majeur dans ce sentiment du bien-être. C'est aussi le lien social, bien sûr. Vous connaissez ce joli dicton qui dit « le lien vaut mieux que le bien ». Et se sentir soutenu et reconnu par ses collègues et ses managers de proximité est vraiment une condition très forte aussi du bien-être. Avoir la confiance de son environnement est également quelque chose d'important. Dans des organisations, je le souligne, qui en France restent, quoi qu'on dise, toujours trop hiérarchiques,
et que ces organisations devraient être plus plates, plus souples, plus agiles. L'activité, c'est un point important. Le contenu même du travail est un facteur de motivation intrinsèque très fort. Là aussi, on ne découvre rien de neuf, mais il faut travailler vraiment sur le contenu du travail en tant que tel et le sentiment de pouvoir agir. Et enfin, je terminerai sur le confort, qui est quand même un facteur important. Confort au sens large. Bien sûr, vous pensez à l'agencement des bureaux, aux matériaux, aux meubles, à la propreté, à l'ambiance thermique. Mais le confort au sens large, c'est aussi toutes les attentes aujourd'hui sur le temps de travail. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des vraies attentes qui montent sur les dispositifs de télétravail, sur que fait l'entreprise pour mieux équilibrer vie professionnelle et vie privée, l'accompagnement de la parentalité, les petites attentions comme les conciergeries dans les entreprises, voire aussi, on pourra y revenir, tout l'intérêt du sport en entreprise, le sport au service de la prévention du stress et de l'esprit de groupe. Une très belle étude de Goodwill Management l'année dernière montrait que, pour faire vite, le sport muscle le collaborateur autant que l'entreprise, et il y a là encore un intérêt bien compris, à la fois pour le bien-être du salarié, mais aussi les économies de dépenses de santé et une meilleure productivité, une meilleure implication que peut espérer l'entreprise. Même le sport, et surtout le sport, est aussi un ingrédient du confort au sens large qui favorise le bien-être des salariés. Voilà, avant de conclure, je voudrais vraiment faire le lien, si vous voulez bien, entre ressources humaines. Le bien-être des salariés est une thématique de la gestion des ressources humaines qui interpelle les managers et les dirigeants, et la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Les salariés sont les parties prenantes, à mon sens, les plus importantes. Sans les salariés, sans l'adhésion des salariés, l'entreprise ne peut ni progresser, ni même se lancer aujourd'hui dans les défis de cette RSE, de la responsabilité sociale et environnementale. Et j'aimerais souligner que bien gérer les ressources humaines, bien les valoriser et les impliquer, c'est de loin le préalable à une vraie RSE. Et là comptent des valeurs très importantes comme l'équité, l'éthique et l'employabilité. Si les managers portent ces valeurs et savent les mettre en place au quotidien, encore une fois, gérer les ressources humaines avec équité, éthique et avoir le souci de leur employabilité, je crois que ce respect, les salariés le sentent et contribuent vraiment au bien-être des salariés. On ne peut que le souhaiter, il faut que le travail fasse sens, et si le travail fait sens, je suis sûre que les salariés contribuent effectivement à cette performance économique et sociale de l'entreprise. Je vous remercie. Merci, Pia. Je crois donc qu'il y a des conclusions scientifiques sur le sens du travail et sur le fait que c'est un véritable moteur du bien-être au travail. Vous avez établi ce lien très fort pour contribuer à la performance de l'entreprise. Merci de nous avoir apporté les bases nécessaires à cette discussion. On a la certitude maintenant que ce sujet n'est pas un sujet qui peut s'illustrer par divers exemples, mais que c'est un sujet qui se fonde sur la science. Et le premier exemple que nous allons entendre, eh bien, c'est celui de Decathlon. Philippe, vous allez nous présenter un projet. Le slogan que vous m'avez donné pour votre présentation, c'était « Les équipiers d'abord, les collaborateurs d'abord ». Et donc, nous souhaiterions entendre ce projet que vous avez mis en place chez Decathlon. Alors, je vais
me saisir du microphone, parce que je ne suis pas sûre de rester derrière ce pupitre à tout moment. Alors, Decathlon, vous connaissez cette entreprise. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une entreprise française. Et je vais vous donner un exemple de la façon dont Decathlon implique ses collaborateurs pour libérer leur énergie, l'énergie que l'on a à l'intérieur de nous. Parce que je suis certain que nous travaillons tous, que nous aimons travailler, mais comment travaillons-nous? Ça, c'est un facteur clé du succès. Nous avons une approche du bas vers le haut pour élaborer les recommandations pour l'entreprise, les lignes directrices. Que sont ces lignes directrices? C'est une vue à long terme. C'est la façon dont nous pourrons atteindre nos objectifs. Comment l'avons-nous fait? Eh bien, je vais vous le montrer maintenant. Tout d'abord, une brève introduction de l'entreprise. Ensuite, nous parlerons des valeurs et du sens du travail dans notre entreprise. Et ensuite, je vais vous donner un exemple concret sur l'implication de plus de 70 000 collaborateurs pour créer la vision d'un rêve commun. Alors, l'entreprise, ce qui est le plus important, ce n'est pas le chiffre d'affaires aujourd'hui, mais ce sont les collaborateurs. Et il y a plus de 70 000 collaborateurs. Il y a de nombreux magasins dans le monde entier, comme vous le savez. Et en plus de cela, nous élaborons nous-mêmes nos produits. Donc, il y a vraiment différents métiers au sein de notre entreprise. Et donc, parfois, il y a des actions qui sont qui sont intéressantes pour un certain type de collaborateurs et d'autres pour d'autres collaborateurs. Donc, tout d'abord, je vais vous dire la chose suivante, c'est que je suis moi-même un sportif, j'ai étudié le sport, et deux valeurs qui sont intrinsèques à Decathlon et au sport, c'est celle de la vitalité et de la responsabilité. En tant que sportif, je veux faire quelque chose, je veux agir, je veux créer. Et je suis responsable de mon corps. Je sais qu'il faut ne pas utiliser d'anabolisants, par exemple, mais il faut s'entraîner pour parvenir à de bons résultats. Et ça, ces deux aspects sont très importants si on veut travailler chez Decathlon. Ce sont deux valeurs auxquelles on peut s'identifier très fortement dans cette entreprise. Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est vraiment des choses que nous mettons en place, et c'est des choses bien plus importantes que le salaire. Et ce que nous voulons faire, c'est de rendre le sport accessible à tous, ou à la plupart d'entre nous. Parce qu'on dit que là, on voit du sens au travail si on fait cela, si on rend le sport accessible. Et j'aime travailler pour Decathlon parce que je fais quelque chose de bien. Et si je regarde en arrière, eh bien oui, j'ai une bonne formation, j'ai une bonne carrière, j'ai travaillé à la division IT de Decathlon, j'ai été manager de ci, de ça, j'ai traversé différents postes, mais à chaque fois, j'ai été extrêmement heureux de faire des choses qui sont bien pour la société. Alors là, vous allez regarder un petit film. Et ça, c'est un film qui m'a vraiment touchée. Avec cette vidéo, nous essayons d'impliquer les collaborateurs dans les processus que je vais vous montrer maintenant. Don't sleep.
So everybody of us has now a smartphone with 2 giga inside. Huh? With 250 yards to go, 25-year-old Bannister took the lead with an amazing burst of speed. He went on to achieve the world record of a mile in under 4 minutes, sought after by athletes for over 40 years. Major Yuri Gagarin, a 27-year-old Soviet Air Force officer whose name will live in history. It's one small step for man, one giant leap for mankind. I think the people here in Western Germany live with the war since 1961, and I think now it's time to break the wall down, you know. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. Powered to 170 miles an hour, at which speed even this immense bulk defies gravity. Yes. Cette vidéo montre qu'il y avait une idée à la base, en laquelle une personne croyait, et ensuite d'autres personnes se sont dit que c'était une bonne idée, et là, il y a les premières personnes qui se mettent à suivre cette idée. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à impliquer 70 000 personnes dans un projet, le projet, la vision de Decathlon. Et tout d'abord, il faut s'assurer que les personnes croient dans le projet, que nous croyons en ces personnes aussi. Il faut les écouter, tous ces collaborateurs. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de construire un projet. Le projet, c'est où voulons-nous arriver dans 10 ans. Et tous nos collaborateurs se sont rassemblés pour créer un rêve commun. Toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise doivent se sentir impliquées. Elles travaillent toutes au quotidien pour le court terme, mais aussi pour le long terme. Si je suis seule, je peux faire beaucoup, mais si je travaille avec mon équipe, eh bien, je peux arriver bien plus loin. Et nous avons donc essayé d'impliquer 70 000 personnes dans notre projet qui a pris plus d'une année. Ça fait 18 ans que je travaille dans l'entreprise et par le passé, quand nous parlions de vision, on en parlait tous les 2 ans en nous fixant des objectifs pour Decathlon. Et par le passé, j'appelais mes collègues, on devait être créatifs, on était tous rassemblés dans une salle, on devait penser à notre rêve, aux objectifs qu'on souhaiterait atteindre dans les 10 années à venir. Et cette fois-là, nous avons fait quelque chose de vraiment incroyable. On s'est dit, eh bien, on voudrait impliquer tous les collaborateurs dans l'entreprise, pas seulement quelques-uns. Parce qu'en général, c'est une vision qui va du haut vers le bas. Et là, on a pris plus d'1 an pour écouter tout le monde et nous avons procédé par étapes. Tout d'abord,
l'étape Connect. Donc Connect, c'était se connecter à tous les collaborateurs de par le monde avec les technologies. On s'est rencontrés, on a utilisé des ateliers. J'étais en charge de la vision pour l'Allemagne. Je suis allée dans les magasins. J'ai visité différents services de l'entreprise et j'ai demandé aux collaborateurs ce qu'ils voudraient faire. Et les collaborateurs disaient « je voudrais m'impliquer davantage ». La deuxième étape, c'est l'inspiration. C'est ce que j'ai dit avant. Avant, en une journée, on devait être créatif. Mais là, cette fois-ci, on a pris beaucoup plus de temps. On a utilisé des personnes de l'extérieur pour leur donner un avis de l'extérieur pour voir pour leur donner des informations sur l'évolution du monde, pour les inspirer, pour avoir une idée de l'environnement de travail d'ici 10 ans. L'étape suivante, c'était l'étape d'exploration. Et dans cette étape, nous avons creusé les sujets, nous avons créé différents groupes dans le monde entier, nous avons créé des ateliers avec des collaborateurs et nous avons vraiment fouillé les différents sujets. Nous avons créé quelque chose, on a couché cela sur le papier et on s'est dit voilà, c'est pour cela que les personnes veulent travailler dans l'avenir. Et ensuite, nous avons rédigé, nous avons compilé tous les éléments en 4, 5, 6 éléments. Et là, donc, c'est le rêve commun que nous avons créé. C'est ce travail énorme que nous avons réalisé. Et concrètement, 30 000 personnes sont impliquées dans ce processus. Normalement, l'idée part du haut et ensuite il y a une délégation et les personnes disent tu dois faire ça avec ton équipe et voilà. Mais aujourd'hui, de la direction générale aux employés temporaires, eh bien, ils peuvent s'impliquer et ils peuvent se retrouver dans ce projet. C'est donc un projet que nous avons mené sur 15 mois. Et aujourd'hui, cette vision est élaborée. Et nous, quand on travaille chez Decathlon, on ressent vraiment ce sens du travail. On comprend ce que ça veut dire que le sens du travail. On aime aller au travail. Les gens savent pourquoi ils travaillent, ils ont une vision à long terme, ils s'identifient avec cette vision à l'intérieur de l'entreprise et ça leur donne de l'énergie pour travailler. Je vous remercie. Donc les collaborateurs sont la priorité. Philip, thanks a lot. Involving 70. Merci Philippe. Vous avez plus de 70 000 collaborateurs et de les rassembler autour d'une vision partagée, c'est quelque chose vraiment, c'est un grand défi. Donc félicitations. On va continuer à en parler plus tard. Aussi, la prochaine fois, ça serait bien que vous veniez en tenue de sport. Et hier, lors d'une... on était au téléphone et je lui ai demandé comment s'est passée sa journée. Il a dit « Ah, c'était bien parce que j'ai joué au tennis pendant 2 heures. » Donc, ce serait bien que la prochaine fois, vous interveniez en tenue sportive. Vous avez dit quelque chose de très pertinent et je pense que quand on parle de Jamie aussi, l'idée qu'il faut avoir de l'ambition et que toute genèse commence avec une grande idée. Donc maintenant, Jamie, vous allez parler de votre entreprise et dites-nous, si on parle des ambitions de ceux qui incitent Jamie, j'ai une petite anecdote à partager. Elle m'a dit, Frank, vous savez que quand je me rends au travail, en fait, le fait d'aller au travail, on devrait se sentir en vacances. Et c'est ça la motivation pour moi. Donc, Jamie, vous avez la parole. Prenez et racontez-nous votre expérience, votre histoire. Merci. Je vais me déplacer, si ça ne vous gêne pas. Et donc, je vais commencer par une question. J'aimerais savoir, réfléchissez, c'est quand la dernière fois que vous avez senti qu'en allant au travail, vous partiez en vacances?
Je vois 1, 2, 3, plusieurs mains levées. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je dis pas que vous partez au ski, mais pour certains, oui. Non, c'est pas que vous allez rester au lit toute la journée, ça m'arrive. Et même mes collaborateurs, ça les arrive aussi. Non, mais c'est plus par rapport à votre ressenti. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes motivé par vos expériences? Donc, je dois dire que cette semaine, je travaille en France. Cette semaine, c'est la 3e fois que je viens en France. Je suis allée à Paris, j'adore. Donc, j'adore la France, j'adore ce que je fais. Il y a une raison pour mon travail. Et chaque collaborateur chez moi a ce même sentiment, a envie de réussir pour le bien de tous. Dolphin est une petite entreprise de nouvelles technologies à Kingston, au Canada. Ça se trouve sur l'un des grands lacs au Canada, en Ontario. Et selon nous, vos attentes, vos expériences peuvent inciter un engagement de façon naturelle. Comme nous sommes une petite entreprise, quand on a démarré notre activité, on savait qu'on ne voulait pas uniquement faire des bénéfices. Mais en fait, on travaillait au début avec plus de 1000 entreprises de haute technologie. Certains vous connaissez sûrement, comme Google, BlackBerry, Kik, Desire to Learn et autres. Mais comment est-ce qu'on pouvait innover, attirer du monde et réussir dans ce monde? Nous, petite entreprise qui avait le nom d'un poisson. Donc on me disait, Jamie, si vous pouvez pas faire du marketing, si les gens ne comprennent pas votre but, ils ne vont pas adhérer à votre idée. Et malgré tout cela, Dolphin Technology a gagné le prix de l'entreprise avec la meilleure innovation, du meilleur innovateur du Canada. Et comment? Je vais vous expliquer. Je savais que nos clients avaient besoin de nous partout. Là où ils avaient un problème, il fallait qu'on intervienne. Et en même temps, on essayait de développer les talents. On s'est rendu compte que les personnes à mobilité réduite étaient écartées. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, non, parce qu'ils sont méconnus. Il y a une certaine mécompréhension par rapport aux personnes à mobilité réduite. Non, nous, on voyait plutôt leur potentiel et leur talent. Et donc, ça nous a permis de développer toutes sortes d'initiatives telles que Dolphin Analytics et autres. Notre objectif, c'est de embaucher la personne qui est la mieux qualifiée pour le travail et cette personne qui serait ailleurs, qui serait écartée, qui serait le moins considérée pour le même poste ailleurs. Donc, ensuite, comment procédons-nous? En tant qu'employeur, j'attends que mes employés délivrent. Mais je sais que du point de vue d'un employé, les employés ont envie de travailler librement. Nos employés travaillent de là où ils veulent, le temps qu'ils veulent. La seule obligation est d'être à la hauteur de nos exigences, des exigences de Dolphin. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ceci représente mon bureau. Ça ne veut pas dire que je suis au téléphone toute la journée, ça veut dire que je suis connectée, que je suis en lien avec tous mes employés. J'ai accès au cloud, j'ai accès à tous mes projets, j'ai toutes mes communications et je peux communiquer avec tous mes collaborateurs de façon instantanée. Là,
je suis en train de vous parler. En même temps, j'ai 6 projets en cours. Et la technologie vous permet de communiquer plus et de façon plus précise. Mais bon, qu'est-ce que tout cela veut dire à voir avec vos attentes et réussir? Je pense que c'est pas qui vous êtes, mais ce que vous êtes qui détermine votre relation avec le travail. Donc, au cours de notre vie, on rentre en contact avec des amis, de la famille, nous passons des bons moments, des mauvais moments, nous rêvons, nous avons du contact avec les personnes étrangères. Et tout cela forme la personne qui nous sommes. Et donc, tout cela forme la façon dont nous travaillons et notre relation avec les gens au travail. Et ça nous permet de rester engagés. Et moi, ce que je préfère, c'est que je préfère demander à mes collaborateurs et demander de quoi voulez-vous parler. Nous avons créé une machine à café virtuelle. Et autour de cette machine à café, on pouvait parler de n'importe quoi, de tout ce qu'ils voulaient. Et donc, dans un laboratoire, ce qui est bien dans un laboratoire, c'est que on peut, quand on a des bons résultats, on peut les partager. Quand on a des mauvais résultats, on les efface. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir discuter avec les autres et tester les bonnes idées, de voir s'ils ont du potentiel, s'ils peuvent réussir. Et une fois qu'on essaye et on fait cette tentative, on construit sur cette base et on travaille de mieux en mieux. Et nos modèles marche de mieux en mieux. Et c'est pour cela que Dolphin est devenu plus qu'une entreprise de soutien informatique, mais nous avons créé des solutions informatiques. Nous sommes spécialisés dans le diagnostic des problèmes, de voir ce qui ne marche pas et comment y remédier. Nous utilisons aussi les données analytiques pour trouver ces solutions parce que nous créons que l'expérience amène l'excellence. Quand vous testez vos idées, quand ces idées sont prouvées et quand ils sont fiables, c'est là qu'ils sont acceptés. La première fois que nous sommes rendus à Paris, nous sommes allés au Louvre. En toute ma vie, j'avais entendu parler du Louvre et toute ma vie, j'attendais d'ouvrir les portes du Louvre. Et nous sommes allés un mardi. Et vous rigolez forcément parce que vous savez que le Louvre est fermé le mardi, mais nous ne le savions pas. Donc, deuxième fois que nous sommes venus en France, nous sommes allés au Louvre. Et ce n'était pas un mardi. Et nous ne sommes pas allés voir le fameux tableau de la Joconde. Et on s'est dit, c'est parce qu'on a tellement parlé, ça pourrait pas être à la hauteur de nos attentes. Mais bon, finalement, on a décidé d'aller voir la Joconde. On a voir qu'il y avait une protection spéciale, c'était dans une salle spéciale, il y avait plein de monde, il y avait une foule autour de la Joconde. Mais je peux vous dire que le moment que j'ai vu la Joconde, tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais vu par rapport à ce tableau n'était pas à la hauteur. C'est-à-dire que c'était un moment magique. Un moment, comme je dis, d'excellence. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'était un moment magique. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est votre potentiel? Est-ce que vous êtes allé contre le courant? Est-ce que vous avez fait autrement? Est-ce que si on vous a donné l'occasion de le faire, qu'est-ce que vous avez déjà réussi à faire? Si on vous a dit réalisez votre potentiel. Je vais vous parler d'une de nos collaboratrices. Elle est graphiste. Elle travaille à temps partiel parce qu'elle est en train de faire son 3e diplôme. Elle est très douée. Mais bon, elle a certains défis. Il faut qu'elle travaille là où elle se trouve de la façon comme elle peut, parce que
c'est son obligation. Mais avant de venir à Dolphin, personne lui avait demandé, personne lui a donné cette occasion de le faire parce que, et la raison pour laquelle, c'est que Candice est tétraplégique. Donc, quand vous la voyez, peut-être vous avez peur de l'inconnu, peut-être vous pensez qu'elle ne peut pas réussir, parce que vous ne voyez pas son potentiel. Mais moi, j'y crois. Je sais que en investissant dans son potentiel, je sais que moi et mon entreprise, nous sommes meilleurs, parce que franchement, ce qu'elle délivre, c'est génial. Parce que quand vous travaillez avec quelqu'un comme ça, de motivé comme ça, forcément, ça vous contamine, ça vous affecte aussi. Donc, essayez, parce que c'est vraiment la clé de notre réussite, la réussite de tous. Donc, on peut effectuer un changement sociétal. Il faut changer votre point de vue, changer vos attentes et demander l'excellence et vous allez voir que vous pouvez réussir. Voilà, ça se fera de façon naturelle. Merci. Jamie, thank you. Merci, Jamie. Votre conseil, votre idée d'aller au travail pour aller en vacances, et ça veut dire plus que c'est pas votre tâche, mais qui vous êtes, pour moi, c'est le fil conducteur et je pense que ça devrait influencer d'autres stratégies de culture d'entreprise. Si j'ai bien compris, une partie de votre réussite se base sur la création de processus et ça se repose sur les talents des personnes à des mobilités réduites. Oui, tout à fait. Nous sommes la première entreprise au Canada qui a créé un cadre pour l'embauche des personnes à mobilité réduite, et donc ça voulait dire qu'il fallait trouver des moyens de les embaucher. Donc s'il fallait faire des entretiens par écrit, s'il fallait créer d'autres dispositifs de réussite, ben c'était ça. Par exemple, nous avons un employé qui n'a jamais, c'est son premier travail, il n'a jamais eu d'enseignement formel, il n'a jamais été à l'école traditionnelle, et 7 minutes après le début de notre processus d'embauche, on s'est rendu compte qu'il fallait le faire venir parce qu'il a explosé les résultats, et dans toute autre entreprise, il n'aurait même pas pu soumettre un CV normal, traditionnel, pardon. Donc, on voit là que ça porte ses fruits. Merci beaucoup. Donc, vous parlez, il y a plein de données scientifiques qui montrent que le travail est bon pour la santé, est bon pour le bien-être. Et donc, on voit 2 exemples d'entreprises qui prouvent cela de façon tous les jours. On voit que votre entreprise est un lieu où on peut être soi-même. Et ça m'a l'air presque utopique. Donc maintenant, par contre, j'aimerais vous mettre au défi. Expliquez-nous comment est-ce que vous êtes arrivé au point où vous êtes aujourd'hui, et je vous encourage dans la salle de poser des questions, de partager. Donc, j'aimerais maintenant avoir une discussion fructueuse et le but est bien sûr que tout le monde apprenne et que apprenne plus. Donc, ça serait bien d'avoir peut-être un mélange. Si vous avez une question, levez le doigt.
et on vous apportera le micro pour que vous puissiez intervenir, pour que vous puissiez poser votre question. Donc, levez la main bien haute. Entre-temps, Philippe, je vais peut-être vous mettre au défi en premier. Au début, votre projet avec 70 000 collaborateurs, par exemple, si on l'a fait à l'échelle de quelques milliers, les gens ne l'auraient pas cru. Donc j'aimerais savoir, vous qui avez réussi à créer une entreprise dynamique avec 70 000 employés, comment vous l'avez fait? Vous, en tant que directeur général, est-ce que vous avez commencé avec un business plan, un business case? En fait, par le passé, on a toujours essayé d'avoir une vision qui venait du bas vers le haut. Mais on sait que les 70 000 employés sont un vecteur de croissance. Mais on s'est dit, comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut y arriver? Ce n'était pas l'idée d'une seule personne. On a consulté les autres, on s'est mis au défi et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut engager tous nos employés? Et une fois donc au départ, on commence vers le bas. Et après, on voit. Mais avec les technologies, avec la vidéoconférence et autres technologies, on essaye de maximiser le potentiel. On essaye d'encourager les gens de s'exprimer et pas 2 ou 3 personnes. Parce que nous avons à peu près 70 à 80 employés dans chaque magasin. Et chaque personne apporte ses expériences de la vie et ils peuvent nous aider, ils peuvent avoir un impact aujourd'hui ou dans 10 ans. Ce n'est pas les 10 personnes qui siègent au conseil qui sont les seules à avoir des bonnes idées. Non, il faut demander à tous les collaborateurs de nous aider. Et c'est comme ça qu'on a conçu notre façon de travailler. Et effectivement, quand on travaille dans la vente au détail, on utilise beaucoup de statistiques et effectivement, 70 000, c'est un chiffre clé pour nous. Et que ma collègue ici parle du fait d'aller en vacances quand on va au travail. Et bien nous, effectivement, c'est un peu ça. On veut que nos employés soient heureux, aiment leur travail. Et on sait que si les employés se sentent bien, ils iront, ils donneront tout. Et il faut savoir canaliser, utiliser l'énergie qui vient de l'intérieur, l'énergie intrinsique, plutôt que l'énergie d'attirer l'énergie vers de l'extérieur. Très bien. Jamie, vous avez aussi choisi de prendre votre approche entraîne des coûts supplémentaires. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez commencé avec un business plan ou comment est-ce que vous avez développé votre idée? On nous pose cette question souvent et c'est difficile à répondre à cette question parce que je pense que beaucoup de personnes nous diront qu'on a eu tort, mais on a réussi. Donc, on n'a pas eu tort, on avait raison. Mais bon, il fallait tenter le coup. Personne ne l'avait fait auparavant. De nombreux professionnels nous ont dit de ne pas le faire parce que ça allait brouiller les barrières entre une entreprise et une association à but non lucratif. Même nos amis nous ont dit de ne pas le faire. Mais heureusement, nous sommes têtus. Et moi et
collaboratrices savaient qu'on pouvait y arriver et pour nous, l'échec n'était pas envisageable. Non, en fait, quand on va de l'avant avec l'idée de réussir, eh ben, vous essayez, vous tentez le coup jusqu'à ce que vous réussissez. C'est incroyable, merci, j'ai bien aimé aussi. Je pense que c'est aussi le message de Philippe. C'est-à-dire que parfois, quand tu te trompes, c'est pas parce que vous avez tort une première fois que vous ne devez pas tenter le coup. Pia, est-ce que vous, d'après votre expérience, est-ce que cela a un effet sur la joie des employés? Dans ce management qui rend les gens heureux au travail, c'est évidemment aussi l'exemple que porte le leader. Je voudrais insister sur le leadership et la valeur exemplaire du leader telle qu'elle est attendue par les salariés. J'ai eu l'occasion moi aussi déjà de manager des institutions universitaires et à l'heure actuelle aussi, je dirige d'ailleurs une commune et j'ai l'occasion de voir que les salariés sont dans l'attente toujours d'un projet, d'une vision et en même temps, les salariés restent fondamentalement différents. Il y a ceux qui adhèrent facilement, il y a ceux qui sont pleins de questionnements, il y a ceux qui sont formés, il y a ceux qui ne veulent pas, qui sont formés ou qui ne veulent pas être formés. Il faut toujours les rappeler pourquoi faire, pour quelle vision sommes-nous là, pour quel projet sommes-nous là. Et à l'école de management, c'est la même idée, c'est-à-dire que nous voulons former des managers responsables, donc ils se sentent dans cette responsabilité de conduire une organisation. Et donc, pour rendre les gens heureux lorsqu'on est manager, je crois qu'il faut aussi des talents de leadership pour toujours les ramener à la finalité de ce qu'on fait. C'est extrêmement important de partager cela et de le communiquer. Oui, nous pensons aussi que c'est le cas en travaillant beaucoup avec des entreprises comme Decathlon ou Dolphin chez Great Place to Work, notre organisation, et ce sont des entreprises qui sont prêtes à s'engager. Et on voit toujours qu'il y a ces deux approches à leur réussite. La première approche, c'est la mesure, les indices et le management, mais il s'agit aussi toujours d'avoir du courage, de prendre des risques. Et ça, c'est souvent ce que je trouve lorsque j'étudie les différentes réussites. Ce n'est pas un algorithme avec différents facteurs, de l'argent, du talent, des compétences et un peu de risque. Il s'agit d'une prise de risque, la prise de risque de l'entrepreneur, qui vous permet d'arriver à ce résultat extraordinaire. Jamie, dans votre cas, est-ce que c'est difficile de convaincre votre partenaire, votre époux? Non, c'est lui le dirigeant, c'est lui qui a la vision, la raison. C'était facile, parce que c'était le yin et le yang, on travaillait ensemble, on avait une bonne dynamique de travail. Mais je crois que ce qui fait un bon leader, c'est la possibilité de motiver les autres pour qu'ils adoptent votre vision. Et si vous travaillez avec lui, vous pourriez comprendre que c'est très facile de voir pourquoi c'est lui le dirigeant. Vous parlez d'algorithme, mais c'est possible de concevoir un algorithme pour comprendre la valeur des actions que l'on met en place. Et Dolphin Citizen Pathway, c'est un projet sur lequel on travaille pour comprendre à quel moment l'intervention, l'investissement proactif dans un individu aura un bénéfice sur nous tous dans la société. La raison pour laquelle c'est possible de faire un algorithme, c'est parce qu'il y a de nombreuses données que l'on collecte sur les gens dans la vie, des données monétaires, le service, l'investissement, enfin tout.
ou tous les éléments, mais on peut récupérer ces informations et voir comment être proactif, comment prendre des décisions pour garantir la réussite. Et au début, on était une entreprise d'informatique avec un impact social, mais ce qu'on ne s'était pas attendu à voir, c'était l'opportunité d'innover en permanence, pas seulement pour notre activité économique, mais également pour encourager le bien-être pour tous. Et je crois que c'est l'avenir des entreprises. Sans cela, sans le bien-être, eh bien, on ne pourra arriver à rien et on se rend compte qu'en travaillant tous ensemble, on peut parvenir à quelque chose d'intéressant. Alors, je vais corriger ce que j'ai dit précédemment sur l'algorithme. Effectivement, il y a une structure pour réussir, et il y a une réalité qui existe, et ça ne se produit pas de façon ponctuelle. Il y a un certain type d'algorithme. Alors pour l'instant, je ne le connais pas et je serais heureux de comprendre d'étudier la chose. Story. Let's say, what was the main driver that made this whole... Alors, chez Decathlon, qui a pris cette responsabilité? Nous sommes des entrepreneurs, donc nous devons prendre des décisions. La question, c'est quel est le risque pour l'entreprise? Et si il y a un risque, que l'entreprise risque de péricliter, alors on ne prend pas ce risque. Mais s'il y a un petit risque, eh bien, on peut essayer. On peut essayer, voir les résultats, parce que si on a une idée, eh bien, personne ne peut savoir ce qu'il en découlera. Une idée, c'est quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Et donc, on ne peut voir les résultats que si on met en place cette idée. On ne peut jamais savoir d'avance si on réussira ou pas. Pia? Nous avons une question dans la salle. Avec un micro, s'il vous plaît. Pour vous, Franck, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer tout à l'heure avant cette conférence. Vous travaillez chez Great Place to Work et aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises doivent faire de la RSE. Elles sont obligées, sinon elles perdent des parts de marché. Comment vous faites pour distinguer les entreprises qui font de la RSE et qui ont ça dans leur gène et qui le font vraiment des entreprises qui font du greenwashing? Quelle est votre méthodologie? Oh, thank you for the question. Merci pour cette question. Eh bien, chez Great Place to Work, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux collaborateurs. On demande aux collaborateurs de l'entreprise. C'est la façon dont nous procédons. Notamment pour l'engagement envers un objectif supérieur. Est-ce que l'entreprise travaille pour le bien de la société? C'est le genre de questions que l'on pose. Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans ce type de recherche, ce type d'études auprès des entreprises. Et en général, on se rend compte que les collaborateurs sont honnêtes dans leurs réponses. Et donc, on sait qu'on peut leur faire confiance. C'est comme ça que l'on fait la distinction entre du greenwashing. Dans ces cas-là, les collaborateurs sont moins satisfaits ou s'il y a un vrai engagement de la part des entreprises en matière de RSE. Question suivante. N'hésitez pas. Une question au sujet de Decathlon. Donc, on a bien écouté la politique de ressources humaines que vous appliquez dans votre entreprise. Personnellement, je m'interroge sur un point, c'est sur le modèle économique de Decathlon qui consiste à importer des produits à un prix minimum et avec un impact environnemental pas toujours excellent. En termes de sens de l'engagement, personnellement, j'y trouverais une limite. Je voudrais savoir quel est votre commentaire par rapport à ça, et est-ce que à l'avenir, Decathlon s'engage vers une politique, on va dire qui serait un petit peu plus locale. Okay, thank you for this question. And let me. Merci pour cette question à laquelle je vais répondre.
Oui, nous sommes une entreprise qui travaille dans le domaine du sport et lorsqu'on fait du sport, on fait du sport d'extérieur. C'est là notre vision, c'est l'une de nos plus grandes priorités. Vous l'avez vu dans ma présentation, on veut protéger l'environnement. Ça, c'est très important pour nous. Vous parlez de la production, notamment, si j'ai bien compris. Et il y a une charte interne très stricte sur la façon dont les collaborateurs doivent travailler, leur environnement de travail. En ce qui concerne les produits, nous avons des attentes extrêmement élevées aussi. En ce qui concerne les matériaux utilisés. Et on souhaiterait que le sport soit accessible à tous. Et il faut également compenser. Donc on espère compenser par la quantité et non par le prix. Donc on préfère proposer des produits moins chers pour rendre le sport accessible à tous. Donc oui, nous avons des attentes très fortes par rapport à l'environnement, par rapport à la production aussi. D'autres questions de la part du public? Bonjour. Merci pour tous ces conseils et ces informations. Je suis étudiante à l'EM Strasbourg. J'ai une question. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas ces qualités de leadership. Donc pour ceux qui n'ont pas ces qualités, est-ce que c'est une bonne idée pour ces personnes-là d'entreprendre ou de commencer un projet? Pour prendre un exemple très personnel, eh bien, moi je n'ai pas ces compétences de leadership, mais j'aimerais par la suite créer ma propre entreprise. Mais je n'ai pas cette qualité de leadership. Je ne sais pas comment diriger une équipe, les convaincre, etc. Merci, excellente question. Pia, j'aimerais vous demander, peut-on compenser ou créer cette qualité de leadership? À l'étudiante de l'école de management qu'elle a eu au moins le courage de poser cette question et que le leadership commence par une attitude qui consiste à oser. Voilà, et donc je voulais déjà la féliciter pour sa question et lui dire que le leadership vient aussi avec l'expérience de la vie dans les entreprises, la vie dans les organisations, et puis beaucoup de confiance en soi. Donc, je crois que c'est vraiment avec l'expérience professionnelle et tout simplement la vie que ce leadership se travaille. Je vous le souhaite aussi parce que ça donne aussi un sentiment de liberté et un manager doit avoir la liberté de décider, de choisir et effectivement d'emmener une équipe. Hein. Alors, je l'ai souligné tout à l'heure, chaque personne est différente. Il y a dans des entreprises ceux qui ont plutôt des postures d'experts et d'autres qui ont vraiment des postures de vouloir emmener les personnes et les faire adhérer à un projet. C'est vrai que dans les entreprises, on demande aujourd'hui d'être à la fois expert et manager. Et c'est ça qui est complexe. Mais je crois qu'il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même, et ça c'est difficile, et puis après se former. Il faut se former tout au long de la vie à ces qualités de leadership, parce que vos interlocuteurs seront toujours différents. I agree, Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'on peut continuer à répondre là-dessus, parce que le leadership, être un bon dirigeant, ça facilite les choses dans la vie. Quelle est votre approche du leadership? Est-ce qu'il faut être un leader, un chef, pour créer une culture comme celle que vous avez développée chez Decathlon? Une remarque tout d'abord. Tout d'abord, ayez confiance en vous-même. Et soyez vous-même. N'essayez pas de copier les autres. N'essayez pas de copier ceux que vous pensez être de bons leaders. Soyez vous-même. Et avec l'expérience, cela
viendra. Ne copiez pas les autres, n'imitez pas les autres. Respectez-vous vous-même. Jamie, est-ce que vous êtes un leader au sens traditionnel du terme? Eh bien, je n'espère pas. Ah, vous dites je n'espère pas. Eh bien, c'est intéressant. Je suis moi-même. Je ne sais pas comment je pourrais être quelqu'un d'autre. Donc peut-être que certaines personnes me considèrent comme un chef, un dirigeant, un leader, mais eh bien, cela montre tout simplement que c'est possible et qu'on peut continuer à le faire et que ça inspire d'autres personnes. Bien, si je suis un leader, très bien, mais en tout cas, je ne rentre pas dans le cadre de la définition classique d'un chef. Je suis très atypique, j'ai un style tout à fait particulier, notamment parce que je crois qu'il est possible de répondre aux besoins de clients ou d'une personne d'un point de vue personnel. Et ça, c'est qui je suis. Si j'essaye d'être une autre personne, j'échouerai. Mais je crois que les grands leaders, les grands dirigeants, parfois il y en a qui sont beaucoup plus formels que moi. Donc je crois qu'il y a des moments, à tout moment de la vie de l'entreprise, il faut prendre des décisions difficiles. Et parfois ces décisions difficiles sont prises et le sont faites de façon formidable parce qu'il y a d'excellents leaders. Et je crois que Scott a dit cela. Parfois, nous approchons des situations de façon tout à fait différente. Et là, ça dépend des leaders. Et parfois, moi, je suis beaucoup trop émotive. Et donc, lui, il le fait beaucoup mieux que moi. Oui, avoir des compétences de leader, de chef, ça aide. Mais il n'y a pas qu'une seule façon d'être un dirigeant, d'être un chef, notamment pour créer une culture, une bonne culture sur le lieu de travail, ou une culture d'entreprise qui incarne tous ces changements dont nous avons parlé. Donc, restez vous-même. Et la deuxième qualité, c'est d'être endurant, d'être tenace. Et c'est cela qui vous permettra de réussir. Il y a d'autres questions. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos présentations qui étaient très intéressantes, très enrichissantes. Je travaille dans une entreprise traditionnelle, je travaille dans la production et nous traversons des difficultés économiques comme de nombreuses entreprises dans le monde avec un chiffre d'affaires en baisse. Donc ma question est la suivante. Comment entraîner un changement des mentalités pour avoir plus de sens au travail dans ce genre d'entreprise où le budget est faible, où nous devons recentrer nos activités sur les activités génératrices de revenus. Donc, comment entamer, comment initier ce changement? Alors, Pia, peut-être, vous avez la compétence, vous avez la perspective la plus large pour répondre. Par beaucoup de communication interne. C'est un aspect qu'on sous-estime beaucoup. La communication interne et la proximité avec les gens jouent beaucoup. Il y a des entreprises où les salariés ne voient jamais les dirigeants, ou les voient sur des écrans vidéo très très loin de la réalité de leur travail. Surtout lorsqu'on travaille dans des entreprises sous-traitantes ou des filiales de la grande maison mère. La proximité est extrêmement importante et des espaces de dialogue et de convivialité qui rendent tout simplement la vie au travail agréable parce qu'on y passe quand même une grande partie de son temps. La question a été posée, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le lundi matin et qu'on y va au travail avec enthousiasme? C'est bien parce que les relations du travail sont tout simplement aussi directes, agréables, et elles font passer le message, encore une fois, de pourquoi on est là. Ok, merci. Jamie. I think you're talking about a very challenging. Je crois qu'il y a parfois des situations très difficiles, et quand on est entrepreneur, quand on crée une entreprise, vous avez sûrement... Vous avez expérimenté cela, les grandes entreprises aussi ont dû se réinventer parfois. Et ça, c'est un des plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées. Et donc, comment engager les personnes? Comment
comment parfois faire passer des décisions qui ne sont pas bien perçues par les collaborateurs. Eh bien, ce que je suggérerais de faire, premièrement, c'est de respecter dans toutes les circonstances vos salariés. Et si vous ne le faites pas par le biais de la communication, par le biais d'échanges, comme Pia l'a dit, eh bien, si vous ne respectez pas, eh bien, vous n'arriverez pas à cette excellence. Et il faut dire ce que vous envisagez, ce que vous attendez. Et lorsque vous parlez d'ajustement, on parle également d'ajustement de ce qui est possible. Est-ce que c'est la décision que je veux prendre? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités que je dois écouter? Dolphin a connu des moments difficiles aussi. Et si tout le monde était parti, j'aurais été très malheureuse. Mais en tant que collaborateur, est-ce que votre attitude peut entraîner d'autres de façon positive ou négative? Comment vous sentez-vous? Comment êtes-vous? Comment vous comportez-vous quand vous êtes dans l'entreprise? Est-ce que vous souriez ou est-ce que vous êtes mécontente? Et là, je crois que c'est important, notamment, d'analyser cela lorsque vous traverser des moments difficiles. Et il faut réfléchir à ce que vous pouvez faire de positif pour vous-même et pour l'entreprise. Vous avez connu une augmentation de votre masse salariale de façon énorme au cours de ces 10 dernières années. Et donc, je pense que vous n'avez pas vraiment vécu de situations extrêmement difficiles. Et Decathlon aussi a connu des moments plus difficiles. En général, je me dis pas, bon, alors maintenant, il faut une nouvelle direction, il faut être innovant, il faut faire des formations de team building, etc. Pour moi, tout ça, ça marche pas parce que ça vient de l'extérieur. Il faut pas imposer de l'extérieur des choses à votre équipe. Je crois en vous, c'est la génération Y. Vous êtes extrêmement bien formés. Vous osez parler avec les ingénieurs, avec les patrons de l'entreprise ou avec les autres collaborateurs. Vous allez chercher les informations où elles sont et ça, ce sera la clé pour changer l'entreprise. Vous avez raison. Si vous travaillez dans une entreprise qui est un peu old school, qui travaille un peu de façon obsolète et qui n'est pas ouvert d'esprit, qui ne comprend que le modèle tayloriste, eh bien alors effectivement ça va susciter des difficultés, mais l'entreprise doit s'adapter, doit comprendre que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, sinon ce sont des entreprises qui péricliteront. Regardez Nokia, c'était l'une des plus grandes entreprises de téléphonie. Et quand ils ont vu l'iPhone débarquer, ils ont rigolé quand ils ont vu qu'avec l'iPhone, on l'utilisait avec les doigts. C'était tactile. Alors, soyez vous-même et rendez vos patrons dingues. Et c'est comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Du point de vue de Great Place to Work, je voulais dire que lorsqu'on travaille avec toutes ces entreprises dans le monde entier, on s'aperçoit que ce sont des entreprises dont la performance économique se détériore en raison de la crise économique. Et pour la plupart d'entre elles, on remarque que le respect est l'une des qualités qu'ils mettent en avant pour leurs collaborateurs. Ils respectent les collaborateurs, ils les écoutent, même s'ils doivent les licencier. Donc, écoutez vos salariés. C'est extrêmement important, c'est une vertu, une activité bénéfique qui doit être utilisée dans de telles situations. Et ensuite, effectivement, il faut que cette crise devienne le tournant de l'entreprise. Il faut que l'entreprise réalise que cela sera la dernière crise à laquelle elle fera face. Et il faut que l'entreprise se dise qu'il faut libérer le potentiel qui existe dans l'entreprise et que recèle chaque collaborateur. Il faut les respecter, ces collaborateurs, et il faut que cette crise soit un tournant pour changer la culture de l'entreprise
pour adopter une nouvelle approche. Donc ça peut être une approche à adopter. C'est un conseil que je peux vous donner. Il y a une autre question. Je vous remercie. Bonjour, j'ai ma propre entreprise, une petite entreprise. Et tout d'abord, je souhaitais vous féliciter pour le message que vous faites passer. Je suis d'accord, une bonne condition de travail, c'est extrêmement important, mais en même temps, je voudrais me faire l'avocat du diable en vous posant les questions suivantes. Pourquoi changeons-nous le lieu de travail? Certains disent, eh bien, moi, je travaille à l'ancienne. J'ai travaillé dur tous les jours parce que je voulais manger, parce que je voulais avoir une maison, je voulais un toit et la sécurité. Et la plupart des gens ici, eh bien, leurs parents ont travaillé d'après ce modèle et leurs grands-parents aussi. Donc, pourquoi changer aujourd'hui? Pourquoi changer cela? Vous pouvez tous y répondre ou une personne si vous souhaitez. Merci. C'est une question essentielle. Pourquoi changer et mettre au rebut l'ancien modèle classique que l'on connaissait? Jamie? C'est votre époux qui a posé les questions, donc allez, à vous de répondre. Je pense qu'il a deux raisons. Tout d'abord, parce qu'on peut travailler aujourd'hui différemment. Et je pense que c'est bon pour le bien-être de la société. Donc, d'un point de vue économique, de la performance économique, on a besoin d'une meilleure solution, d'une meilleure façon de travailler pour répondre aux besoins sociaux. Mais là, je ne réponds pas tout à fait à la question. Les employeurs ont besoin de vous. Les entreprises ont besoin de vous. Il n'existe pas d'entreprise sans collaborateurs, sans les personnes qui s'occupent des services, des produits, des livrables de l'entreprise. C'est de là que l'entreprise tire ses revenus. Donc, la relation doit aujourd'hui plus que jamais exister entre l'employeur et l'employé. Aujourd'hui, on ne travaille plus dans la même entreprise, au même bureau pendant 55 ans. On change, on n'est plus mobile parce que le monde du travail a changé. Et donc, pour attirer les talents et pour maintenir et garder ces talents, il est crucial de devenir la meilleure entreprise, l'entreprise où il fait bon travailler. Ça, c'est bon pour la société en général, mais donc pour l'employeur, parce qu'il faut avoir les meilleurs. Et aujourd'hui, il est essentiel d'avoir un modèle aussi souple, aussi pérenne que possible. Et c'est pour cela que tout commence par les personnes, par vous. Si votre employeur ne facilite pas le dialogue, le lien, eh bien, alors il faut trouver des moyens de les encourager à le faire parce que les entreprises ont besoin de vous. Je viendrai travailler pour vous. Je vous remercie. Eh bien, vous devez tout d'abord passer des épreuves pour cela. Alors, Philippe, pourquoi mettre en œuvre tous ces efforts pour changer? Pourquoi ne pas choisir la solution de facilité? Est-ce que vous posez ce genre de questions chez Decathlon? Ou est-ce que c'est tellement, ça fait partie de votre ADN que vous n'avez jamais pensé à travailler autrement? Non, je pense que si vous travaillez de cette façon plus moderne, ça vous donne de la valeur ajoutée dans votre vie. Avant, j'étais comme vous, j'adorais travailler, je comptais pas les heures. J'adore mon travail, c'est ma passion, mais pour la nouvelle génération, c'est autre chose. La famille est plus importante, les amis priment, et donc il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est important pour votre santé. Vous êtes moins stressé si vous préférez travailler l'après-midi, ben travaillez l'après-midi, et le matin, prenez soin de vos enfants. Si tout cela vous rend plus heureux, si vous êtes plus content, vous ajouterez plus, vous apporterez plus de valeur ajoutée au projet. Et tout le monde gagne. Donc,
Avant le tout dernier commentaire, j'aimerais ajouter que nous travaillons dans des entreprises qui sont en compétition et on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant qu'on a cette idée d'essayer de trouver la passion et d'inciter les gens, on ne peut pas revenir au temps où on donnait des ordres. Non, il faut que les personnes se sentent eux-mêmes. Et il faut que vous créez un climat qui permet de faire cela. Et en faisant cela, vos collaborateurs contribueront à la réussite de votre entreprise. Donc, en fait, tout ça pour dire, en gros, si vous concentrez uniquement sur les tâches, vous n'allez plus réussir comme avant. Donc, maintenant, on est presque à la fin. Pia, j'aimerais juste avoir des derniers mots. Dites-nous, pour vous, selon vous, les entreprises à l'avenir auront besoin de quoi pour réussir? Comment est-ce qu'ils vont vraiment développer les employés? Je vais devoir aussi animer un thématique lunch dans la foulée. Je crois qu'aujourd'hui, les salariés veulent être reconnus comme des personnes et pas simplement comme des ressources humaines. Ils sont aujourd'hui très en attente d'une reconnaissance de leur implication personnelle. Ils sont aujourd'hui mieux formés et mieux informés et donc sont très demandeurs d'un management où dans l'entreprise, on les écoute, on leur donne la possibilité de participer, de proposer, d'être respectés, y compris sur les défis d'aujourd'hui, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et ce sentiment de pouvoir s'épanouir au travail, c'est une attente extrêmement forte. Et donc, j'espère que les managers seront d'abord à l'écoute avant de se mettre à décider, qu'ils puissent, avec ces enquêtes de climat social, être très au fait des attentes des salariés, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les parties prenantes de l'entreprise, à mon sens, les plus importantes. Pia, thanks a lot. Merci Pia, Jamie et Philippe. Merci d'avoir partagé vos expériences. Merci d'avoir partagé vos points de vue. J'espère que vous avez de quoi réfléchir. L'avenir vous appartient. Merci. Donc, nous allons clôturer cette session et j'espère que je vous souhaite une bonne reste de conférence. Merci beaucoup.